Bonjour, je m'appelle Sylvain Connac, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paul Valéry à Montpellier en France et je vais vous expliquer pourquoi la coopération entre élèves est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant pour tous les élèves à l'école. Donc qu'est-ce qu'on entend par coopération entre élèves? La coopération est une activité qui déborde le champ de l'école et de l'éducation et qui investit tout le monde du vivant et donc est entendue comme étant une situation coopérative, une situation qui correspond à trois caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'on ne peut pas coopérer tout seul. On a besoin qu'il y ait une action combinée. La deuxième caractéristique, c'est qu'il faut qu'il y ait une intention pour la coopération. Pour le dire autrement, on ne peut pas forcer un élève à coopérer. Et la troisième caractéristique, c'est que, à la fin de la situation coopérative, chacun en ressort avec un bénéfice individuel. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la coopération entre élèves? C'est pas une méthode, c'est pas une pédagogie, ce sont pas des outils, c'est un ensemble de situations où les élèves sont autorisés, sont encouragés à travailler, à agir et à apprendre avec d'autres. Donc c'est une option pédagogique que tout enseignant peut mettre en place dans sa classe au moment où ça lui semble opportun. Alors quels sont les avantages qu'on a pu identifier concernant la coopération? Le premier gros avantage, c'est que ça permet de considérer les différences entre les élèves comme étant des richesses. C'est-à-dire que organiser la coopération entre élèves de manière pédagogique permet de différencier et donc de faire en sorte que tous les élèves progressent. Le deuxième avantage, c'est que par la coopération, les élèves développent des habiletés prosociales. Ils apprennent à travailler avec d'autres. Ils apprennent à gérer leurs émotions. Et la troisième forme d'avantage, c'est que en coopérant de manière ordinaire à l'école, les élèves développent des valeurs de fraternité, c'est-à-dire de la solidarité, apprendre à s'unir, à s'associer pour essayer d'être plus fort face aux adversités, et puis apprendre à faire preuve de générosité pour développer par exemple de l'altruisme. En même temps, à côté de ces avantages, il y a un certain nombre de dérives, de pièges qu'il convient de dépasser quand on est enseignant. La première dérive, c'est une dérive dite attentionnelle, où on voit que dans la classe il y a trop de bruit, où il y a trop de déplacements. La deuxième dérive, c'est lorsque des élèves confondent les buts avec les moyens. C'est ce qu'on appelle la dérive productiviste, où les élèves donnent une priorité à ce qu'il faut faire et pas à ce qu'il faut apprendre. La troisième dérive, c'est celle qu'on appelle la dérive fusionnelle, qui voit des élèves se satisfaire d'être d'accord avec le premier qui s'est exprimé ou le plus fort, parce qu'ils redoutent qu'en n'étant pas d'accord avec quelqu'un, ils vont perdre des camarades. Et la quatrième dérive, c'est la dérive différenciatrice, qui voit les élèves les plus dégourdis scolairement, les plus avancés, s'occuper et prendre en charge les fonctions coopératives les plus intéressantes, alors que leurs camarades plus fragiles prennent en charge des fonctions coopératives subalternes. Donc le principe d'une pédagogie coopérative est d'essayer de mettre en œuvre de la coopération pour développer des avantages, mais en contournant les dérives et les pièges. Donc pour ça, il existe différentes formes de coopération, il en existe plein, et c'est une des raisons pour laquelle la coopération, ce n'est pas une pédagogie, c'est plein de formes différentes. Alors, on ne va pas toutes les détailler, mais par exemple, il existe deux formes qui se ressemblent, qui sont l'aide et le tutorat. Et l'aide et le tutorat, ça sert à ce que des élèves soient débloqués face à des exercices qu'ils n'arrivent pas à réaliser tout seuls. Il existe aussi ce qu'on appelle l'entraide, qui sert justement à ce que les élèves ne se sentent pas seuls face aux difficultés et qu'ils puissent par exemple réaliser à plusieurs une même situation ou un même exercice. On trouve aussi ce qu'on appelle les marchés de connaissances, qui sont un dispositif où chaque élève explique quelque chose à ses camarades de manière à ce que ça puisse entretenir la confiance en soi. On trouve aussi ce qu'on appelle des discussions démocratiques, comme des discussions philosophiques, des discussions scientifiques ou littéraires. Et ces discussions visent à ce que les élèves développent une pensée par soi-même, ou une pensée critique et créative. On trouve enfin trois formes, le travail en groupe, le travail en atelier et le travail en équipe. Le travail en groupe est intéressant pour développer de la controverse, des désaccords entre des élèves, ce qu'on appelle des conflits socio-cognitifs, pour que les élèves en viennent à douter de leur certitude.
Le travail en atelier, lui, consiste à ce que des élèves s'imitent, s'observent, s'imitent dans la réalisation d'une même activité. Et c'est intéressant parce que, en s'imitant, les élèves apprennent. Et puis la troisième de ces formes-là, c'est ce qu'on appelle le travail en équipe, qui est extrêmement intéressant pour que les élèves apprennent jusqu'à développer des compétences. Donc on voit bien que derrière cette diversité de pratiques de coopération se cachent 4 grandes familles de précautions. La première, on vient de l'expliquer, c'est qu'à chaque forme de coopération correspondent des objectifs et donc on a tout intérêt d'être cohérent dans le choix des objectifs et des dispositifs coopératifs. La deuxième famille de précautions, c'est de veiller à de la réciprocité, de manière à ce que ce ne soit pas que les élèves qui aident, par exemple, ou que ce soit les mêmes élèves qui occupent les mêmes fonctions coopératives. La troisième précaution, c'est de former les élèves pour gagner du temps dans l'organisation de la coopération et éviter qu'un maximum d'élèves, et notamment les plus vulnérables, tombent dans les pièges de la coopération. Et la quatrième, c'est que les enseignants puissent aussi être formés à la coopération, parce que organiser de la coopération entre enfants, c'est loin d'être évident, et il y a un certain nombre de pièges qui se présentent à eux aussi. Donc voilà, je vous remercie d'avoir assisté à cette très rapide présentation sur la coopération. Une coopération installée dans la classe devient intéressante parce qu'elle contribue de manière évidente à une école plus juste, une école plus démocratique et une école plus humaine.